nous publions gratuitement les meilleurs livres pour vous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Vous trouverez les détails dans la description. Bonne écoute. À Frank O'Connor. Première partie, non-contradiction. Chapitre 1er. Le thème. Qui est John Galt? La lumière déclinait. Eddie Willers n'arrivait pas à distinguer les traits du clochard. Celui-ci avait dit ça l'air de rien, mais ses yeux captaient une lumière ocre émanant du soleil qui se couchait au loin, au bout de la rue. Et ces yeux-là, goguenards, fixaient Eddie Willers comme si cette question touchait à l'inexplicable malaise qu'éprouvait celui-ci. « Pourquoi dites-vous ça ?» demanda Eddie Willers d'une voix tendue. Le clochard s'appuya contre l'embrasure de la porte. Derrière lui, un coin de vitre brisé reflétait le jaune métallique du ciel. « Pourquoi? Ça vous dérange ?» demanda-t-il. « Pas du tout, » fit Eddie Willers d'un ton sec. Il plongea la main dans sa poche. Le clochard l'avait arrêté pour lui demander une pièce, puis avait continué de parler comme pour tuer le temps et remettre à plus tard la question qui allait suivre. La mendicité était si fréquente dans les rues ces temps derniers que les explications étaient inutiles, et Willers n'avait aucune envie d'entendre le clochard se répandre sur les raisons de son désespoir. « Allez prendre un café », dit-il en tendant une pièce à la silhouette sans visage. « Merci, monsieur », dit la voix avec indifférence, et le visage se pencha en avant l'espace d'un instant. Un visage crasseux et tanné par le vent, creusé par des rides de lassitude et de résignation cynique. Les yeux étaient intelligents. Eddie Willers reprit sa marche, se demandant pourquoi, à ce moment de la journée, il était toujours saisi d'une sorte de crainte sans raison. Non, pas de crainte, mais il n'avait rien à redouter. Juste une immense appréhension, diffuse, sans cause ni objet. Il avait fini par s'y habituer, mais sans jamais se l'expliquer. Et pourtant, ce clochard avait parlé comme s'il savait ce qu'Eddie ressentait, comme s'il pensait que c'était fondé, et même comme s'il en connaissait la cause. Eddie Willers se redressa de toute sa taille, paraissant libérer ses épaules d'un poids. « Ça suffit, » se dit-il. Son imagination lui jouait des tours. Avait-il toujours ressenti cela? Il avait 32 ans. Il s'interrogea. Non. Mais il n'arrivait pas à se rappeler depuis quand il l'éprouvait. Cette sensation lui tombait dessus sans prévenir, et de plus en plus souvent. « C'est le crépuscule, » se dit-il. « Je déteste le crépuscule. » Les flèches des gratte-ciel sur leur fond de nuages viraient au brun, comme une vieille peinture à l'huile, une toile de maître ayant perdu de son éclat. Des traînées de crasse s'étiraient de haut en bas tout le long de murs élancés couverts de suie. Très haut sur le flanc d'une tour, une lézarde courait sur 10 étages, semblable à un éclair figé. Par-dessus les toits, un clocheton dentelé fendait le ciel, reflétant pour moitié les rayons du couchant, l'autre moitié ayant depuis longtemps perdu sa pellicule dorée. Ces lueurs rougeoyantes évoquaient les braises d'un feu. Pas un feu vif, mais au contraire mourant, impossible à ranimer. Non, se dit Eddie Willers, cette ville n'a rien d'inquiétant. Elle est égale à elle-même. Il continua son chemin, se souvenant qu'il était en retard. Une tâche l'attendait au bureau, qui ne lui plaisait guère, mais quelqu'un devait s'en charger. Il ne chercha donc pas à retarder la chose et accéléra le pas. Au détour d'une rue, dans l'espace étroit qui séparait les sombres silhouettes de 2 gratte-ciel, comme dans l'entrebâillement d'une porte, la page d'un gigantesque calendrier lui apparut, suspendu dans le ciel. C'était le calendrier que le maire de New York avait fait installer au sommet d'un building l'année précédente, pour que chacun puisse dire quel jour on était, de même que l'on pouvait lire l'heure d'un simple coup d'œil à l'horloge d'un édifice public. Un rectangle blanc suspendu au-dessus de la ville, indiquant la date aux passants des rues en contrebas.
Dans la lumière orangée de ce crépuscule, le rectangle blanc indiquait la date du 2 septembre. Eddie Willers détourna la tête. La vue de ce calendrier le perturbait toujours profondément. C'était inexplicable, là aussi indéfinissable. Un sentiment qui s'ajoutait à son propre malaise, qui était de même nature. Il pensa soudain qu'il y avait une phrase, une sorte de citation qui exprimait ce que le calendrier semblait suggérer, mais impossible de la retrouver. Il marchait, cherchant désespérément cette phrase en suspens dans sa tête, pareil à un cadre vide qu'il ne pouvait ni remplir, ni écarter. Il se retourna. Le rectangle blanc était là, au-dessus des toits, affichant cette date définitive et incontestable, 2 septembre. Eddie Willers détourna son regard vers la rue, sur une charrette à bras postée sur le trottoir, devant les marches d'une maison de grès brun. Il y vit un tas de carottes orange vif, des oignons frais bien verts. Il vit un rideau d'un blanc immaculé qui ondulait devant une fenêtre ouverte. Il vit encore un autobus qui prenait un tournant, conduit d'une main experte. Il se demanda pourquoi il se sentait rassuré, et aussi pourquoi il éprouvait soudain le désir que ces choses ne soient pas laissées ainsi à découvert, sans défense face à l'immensité au-dessus d'elle. Arrivé à la 5e avenue, son regard se porta sur les devantures des magasins. Rien dont il eût besoin ou envie, mais il aimait voir cet étalage de marchandises de toutes sortes, objets façonnés par l'homme pour son usage. La vue d'une rue florissante le réjouissait. Une boutique sur 4 seulement avait mis la clé sous la porte, ses vitrines désormais vides et obscures. Il pensa aux chaînes, tout à coup, sans trop savoir pourquoi. Rien n'était venu le lui rappeler. Mais il y pensa, ainsi qu'aux étés de son enfance dans la propriété des Taggart. Il avait passé une bonne partie de son enfance avec les enfants Taggart et travaillait pour eux à présent, comme son père et son grand-père l'avaient fait avant lui pour leur père et leur grand-père. Le grand chêne se dressait sur une colline dominant l'Hudson, dans un endroit écarté de la propriété des Taggart. Eddie Willers, âgé de 7 ans, aimait venir voir l'arbre. Cela faisait des siècles qu'il était là, et il se disait qu'il y serait toujours. Ses racines enserraient la colline comme les doigts d'une main cramponnée au sol, et il pensait qu'un géant qui aurait voulu l'arracher n'aurait pas réussi à le déraciner. Tout serait venu avec, la colline et même la terre entière, une boule se balançant au bout d'un fil. Il éprouvait un sentiment de sécurité en présence de cet arbre. C'était quelque chose d'immuable, que rien ne pouvait menacer, à ses yeux, le symbole même de la force. Une nuit, le chêne fut frappé par la foudre. Eddie le découvrit au matin, qui gisait coupé en 2. Son tronc, ouvert comme la bouche d'un tunnel, n'était qu'une coquille vide. Le cœur avait pourri depuis longtemps. Il n'en restait rien, qu'une poussière grise que le moindre caprice du vent dispersait. La force vitale avait disparu, et sans elle, la carcasse encore debout n'avait pas résisté. Des années plus tard, il apprit que les enfants devaient être protégés du choc que suscite le premier contact avec la mort, la douleur ou la peur. Mais rien de cela ne l'avait marqué. Pour lui, le choc était venu de la découverte de ce trou noir et béant à l'intérieur du tronc. C'était une immense trahison, d'autant plus terrible qu'il ne saisissait pas très bien ce qui avait été trahi au juste. Ce n'était pas lui, il le savait, ni sa confiance, mais autre chose. Il resta là un bon moment, sans bouger, silencieux, puis reprit le chemin de la maison. Il n'en avait jamais parlé à quiconque, ni alors, ni depuis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Eddie Willers, arrêté au bord du trottoir par le grincement du mécanisme rouillé d'un sémaphore, hocha la tête, en colère contre lui-même. Il n'avait aucune raison ce soir de repenser au chêne. L'arbre n'éveillait plus rien en lui, si ce n'est un soupçon de tristesse. Mais quelque part, tout au fond, une douleur infime glissant à toute vitesse avant de disparaître, telle une goutte de pluie dessinant un point d'interrogation sur une vitre. Il ne voulait pas qu'une ombre s'attachât à son enfance.
il aimait ses souvenirs, pas un jour dans sa mémoire qui ne fût inondé de soleil. Quelques rayons semblaient encore illuminer son présent, parfois. Non, pas des rayons, juste des petits spots, projetant de temps à autre un éclat particulier sur son travail, son appartement solitaire, sur la tranquille et méticuleuse progression de sa vie. Un jour d'été lui revint à l'esprit. Il avait 10 ans, et dans une clairière en forêt, sa compagne de jeu préférée entre toutes avait évoqué leur avenir lorsqu'il serait grand. Les mots cognaient, radieux comme un soleil. Il l'écoutait, émerveillé, plein d'admiration. Quand elle lui avait demandé ce qu'il voulait faire, il avait aussitôt répondu « Quelque chose de bien en tout cas », et ajouté « Toi, tu devrais accomplir quelque chose de grand, je veux dire, nous deux ensemble. » « Quoi ?» avait-elle demandé. « Je ne sais pas, c'est ce qu'il faut qu'on trouve. Pas seulement ce que tu as dit, pas juste faire des affaires et gagner sa vie, des choses comme gagner des batailles, sauver des gens des flammes ou escalader des montagnes. »« Pourquoi faire ?» avait-elle demandé. Il avait dit « Dimanche dernier, le pasteur a dit que nous devons toujours aller chercher ce qu'il y a de meilleur en nous. Qu'est-ce que tu crois que c'est, ce meilleur en nous ? Je ne sais pas. Il faut qu'on le découvre. » Mais elle n'avait rien ajouté, regardant au loin, en direction de la voie ferrée. Eddie Wheeler sourit. Quelque chose de bien en tout cas, avait-il dit 22 ans plus tôt. Et il avait toujours été fidèle à ce principe. Les autres questions s'étaient effacées de son esprit, trop occupé qu'il était pour se les poser. Il était toujours persuadé qu'il y avait une manière juste de faire les choses, que ça allait de soi. Il ne lui était jamais venu à l'idée que certains puissent vouloir faire autrement. Mais l'expérience lui avait enseigné qu'il en était ainsi, hélas. Cela n'en demeurait pas moins simple et incompréhensible dans son esprit. Simple qu'il y eût une manière juste de faire les choses, incompréhensible qu'il en fût autrement. Or, il savait qu'il en était autrement. C'est à cela qu'il pensait en tournant le coin pour arriver au magnifique building de Taggart Transcontinental. Le building dominait la rue, plus majestueux, plus haut que tous les autres. Dès qu'il l'apercevait, Eddie Wheeler sentait un sourire lui venir aux lèvres. Aucune rupture dans ses longues rangées de fenêtres, contrairement à celles de ses voisins. Il fendait le ciel en ligne verticale, sans corniches abîmées ou rebords effrités. Il paraissait à l'épreuve du temps, intact. Il serait toujours là, pensa Eddie Wheelers. Chaque fois qu'il pénétrait dans le Taggart Building, il éprouvait un réconfort, un sentiment de sécurité. C'était le siège de la compétence et du pouvoir. Le sol de marbre poli des halls d'entrée brillait comme un miroir. Les luminaires, des rectangles en verre dépoli, diffusaient une lumière éclatante. Des rangées de dactylos étaient assises derrière des cloisons de verre, les touches de leurs machines cliquetant comme les roues d'un train lancé à grande vitesse. Et comme en écho, une légère vibration parcourait les murs par intermittence, remontant de l'infrastructure, des tunnels de la grande gare d'où partaient et revenaient les trains qui traversaient le continent depuis des générations. Taggart Transcontinental, pensa Eddie Wheelers, de l'Atlantique au Pacifique. Le fier slogan de son enfance, plus lumineux, plus sacré encore qu'aucun des commandements de la Bible. De l'Atlantique au Pacifique, pour toujours, se disait Eddie Wheelers, comme s'il s'agissait du renouvellement d'une profession de foi, alors qu'il traversait les halls immaculés pour atteindre le bureau de James Taggart, président de Taggart Transcontinental. James Taggart était assis. Il avait l'air d'un homme approchant la cinquantaine qui serait passé sans transition de l'adolescence à l'âge mûr en sautant sa jeunesse. Petite bouche méprisante, cheveux fins plaqués sur un front dégarni. Sa posture avachie, relâchée, avait un côté décalé, comme un défi à son corps, mince et élancé, d'une élégance digne d'un aristocrate à la tranquille assurance, mais qui avait la lourdeur d'un rustre. La peau du visage était blanche et molle. Il avait des yeux pâles et troubles. Son regard lent, mais toujours en mouvement, glissait sur les choses, comme si leur existence lui était insupportable. Il paraissait obstiné et épuisé. Il avait 39 ans.
Il leva la tête, agacé en entendant la porte s'ouvrir. « Laisse-moi, dit James Taggart. Eddie Wheeler s'avança vers son bureau. « C'est important, Jim, dit-il, sans élever la voix. « Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ?» Eddie Wheelers regarda la carte accrochée au mur. Elle était un peu défraîchie sous le verre. Il se demanda confusément combien de présidents de Taggart s'étaient assis devant et durant combien d'années. Les chemins de fer Taggart, un réseau de lignes rouges qui balafrait le corps fatigué du pays de New York à San Francisco, faisait penser à un système de vaisseaux sanguins. On aurait dit qu'un jour, il y avait bien longtemps, à la suite d'une thrombose dans l'artère principale et sous l'effet d'une trop grande pression, le sang avait bifurqué au hasard en de multiples points, irriguant tout le pays. Une ligne rouge zigzaguait de Cheyenne dans le Wyoming à El Paso, au Texas. La Rio Norte Line de Taggart Transcontinental. Un nouveau tracé, plus récent, prolongeait la ligne rouge vers le sud, au-delà d'El Paso. Mais à l'instant où son regard se posa sur ce point, Eddie Wheelers détourna les yeux. Se tournant vers James Taggart, il dit « C'est la Rio Norte Line ». Il remarqua que le regard de Taggart se posait sur un coin de son bureau. « Nous avons encore eu un accident. Dans les chemins de fer, il y en a tous les jours. Fallait-il vraiment me déranger pour ça? Tu sais très bien ce que je veux dire, Jim. La Rio Norte Line est fichue. La voie est naze, d'un bout à l'autre. On s'en occupe, non? Eddie Wheelers poursuivit comme s'il n'avait pas entendu. Cette voie est fichue. Continuer d'y faire circuler des trains est absurde. Les gens ne veulent même plus y monter. Je suis sûr qu'il n'y a pas une seule compagnie de chemin de fer de ce pays qui n'exploite pas quelques dessertes à perte. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est une donnée nationale et provisoire. Eddie le dévisagea en silence. Ce que Taggart détestait chez Eddie Wheelers, c'était cette habitude qu'il avait de regarder les gens droit dans les yeux. Ceux d'Eddie étaient bleus, grands, interrogateurs. Il avait les cheveux blonds, un faciès carré quelconque, n'était son extrême attention aux choses et cet air confiant, constamment émerveillé. « Qu'est-ce que tu veux » demanda Taggart d'un ton cassant. « Je suis juste venu te dire quelque chose que tu dois savoir, parce qu'il fallait que quelqu'un te le dise. Qu'un nouvel accident s'est produit, qu'on ne peut pas laisser tomber la Rio Norte Line. » James Taggart relevait rarement la tête. Pour regarder les gens, il soulevait ses lourdes paupières et les dévisageait par en dessous, le front en avant. « Qui parle de laisser tomber la Rio Norte Line » demanda-t-il. « Il n'en a jamais été question. Qu'est-ce qui te permet de dire ça, hein? Dis-moi. » « Mais ça fait 6 mois que nous ne respectons plus les horaires. Nous n'avons pas été une seule fois au bout d'un trajet sans qu'une panne plus ou moins importante se produise. Nous perdons nos affréteurs les uns après les autres. Combien de temps allons-nous tenir comme ça? Tu es un pessimiste, Eddie. Quel manque de confiance. C'est ça qui sape le moral d'une entreprise. Tu veux dire qu'on ne fera rien pour la Rio Norte Line? J'ai pas dit ça. Dès qu'on aura les nouveaux rails, Jim, il n'y aura pas de nouveaux rails. Il regarda les paupières de Taggart se lever lentement. Je sors des bureaux de la Société de Steel. J'ai parlé avec Oren Boyle. Mais qu'a-t-il dit? Il a parlé pendant 1h30 sans me fournir une seule réponse claire. Pourquoi as-tu été le déranger? Je croyais que la première commande de rails ne devait être livrée que dans 1 mois. Mais avant cela, elle devait nous être livrée il y a 3 mois. Circonstance indépendante de sa volonté, totalement hors du contrôle d'Oren. Et encore avant cela, elle devait nous être livrée il y a 6 mois. Jim, ça fait 13 mois qu'on attend que la Société de Steel nous livre ses rails. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce n'est pas moi qui dirige les affaires d'Oren Boyle. J'aimerais que tu comprennes qu'on ne peut plus attendre. Taggart demanda lentement, d'une voix mi-moqueuse, mi-prudente. Et ma sœur, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle ne sera pas de retour avant demain. Mais alors, que veux-tu que je fasse? C'est à toi de décider. En tout cas, quoi que tu en dises, je ne veux pas entendre parler de l'arrière d'Unsteel. Eddie ne répondit pas tout de suite. Puis il dit calmement. Très bien, Jim. Je n'en parlerai pas.
Oren est un ami. Pas de réaction. Je n'aime pas ton attitude. Oren Boyle nous livrera ses rails dès que ce sera humainement possible. En attendant, personne ne peut nous en tenir pour responsables. Jim, mais comment peux-tu dire ça? Tu ne comprends pas que la Rio Norte-Line est sur le point de lâcher? Qu'on nous en tienne ou non responsables? Les gens seraient bien obligés de s'en contenter s'il n'y avait pas la Phoenix Durango. Il vit Eddie se raidir. Personne ne s'est jamais plaint de la Rio Norte-Line jusqu'à ce que la Phoenix Durango entre en service. La Phoenix Durango marche du tonnerre de Dieu. Non mais, tu vois la Phoenix Durango rivaliser avec Taggart Transcontinental? Il y a 10 ans, ce n'était qu'une petite ligne d'intérêt local, tout juste bonne à la livraison du lait. Aujourd'hui, elle draine la plus grande partie du fret de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et du Colorado. Taggart ne répondit pas. Jim, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre le Colorado. C'est notre dernier espoir. Le dernier espoir des gens du Colorado. Si on ne réagit pas, tout le transport de marchandises de l'État va se faire sur la Phoenix Durango. On a déjà perdu la Wyatt Oil. Qu'est-ce que vous avez tous à me bassiner avec la Wyatt Oil? C'est juste que Wyatt est un type extraordinaire qui... Au diable, Ellis Wyatt. Ces puits de pétrole, songea tout à coup Eddie, n'étaient pourtant pas étrangers au vaisseau sanguin de la carte. C'était pour eux que le réseau de Taggart Transcontinental s'était étendu il y avait des dizaines d'années. Un incroyable tour de force en y réfléchissant. Les puits faisaient jaillir un fleuve noir qui irriguait tout le continent presque plus vite encore que les trains de la Phoenix Durango ne pouvaient le transporter. Ces champs pétrolifères n'étaient que terrains rocailleux dans les montagnes du Colorado, abandonnés depuis longtemps parce qu'on les avait crus épuisés. Le père d'Ellis Wyatt avait eu toutes les peines du monde à en extraire de quoi vivoter jusqu'à la fin de ses jours. À présent, comme si on avait injecté de l'adrénaline au cœur même de la montagne, ce cœur s'était remis à battre. Le sang noir avait jailli d'entre les roches. Mais oui, du sang, pensa Eddie, puisque le sang est supposé nourrir, donner la vie, et c'est ce qu'avait fait la Wyatt Oil. Sur des pentes désertiques, le sol s'était mis à vivre du jour au lendemain. De nouvelles villes, de nouvelles centrales électriques, de nouvelles usines avaient surgi dans une région quasiment ignorée des cartes. De nouvelles usines, songea Eddie Wheelers, à une époque où le fret des vieilles entreprises industrielles se réduisait comme peau de chagrin. Du pétrole en abondance, à une époque où, dans les anciennes exploitations, les pompes cessaient de fonctionner l'une après l'autre. Un nouvel état industriel, là où on ne s'attendait à voir que des bestiaux et des betteraves. Et c'était l'œuvre d'un homme, en 8 ans seulement. Une histoire qui ressemblait à celle qu'Eddie Wheelers avait lue dans ses livres de classe. Des histoires d'hommes qui vivaient au temps des pionniers auxquels il n'avait jamais tout à fait cru. Il espérait bien faire un jour la connaissance d'Ellis Wyatt. On racontait beaucoup de choses sur son compte, mais très peu de gens l'avaient approché. Il venait rarement à New York. Il avait 33 ans, paraît-il, et un tempérament de feu. Il avait découvert le moyen de faire revivre des puits de pétrole épuisés et il l'avait mis en œuvre. Ellis Wyatt est un requin, un salaud qui ne pense qu'à l'argent, dit James Taggart. Mais il me semble pourtant qu'il y a plus important dans la vie que gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu racontes, Jim? Quel rapport avec... Mais en plus, il nous a trahis. On a toujours assuré le fret de la Wyatt Oil, sans que personne s'en soit plaint. À l'époque du père Wyatt, on acheminait un train de wagons-citernes par semaine. On n'est plus à l'époque du père Wyatt, Jim. Aujourd'hui, la Phoenix Durango fait circuler 2 trains-citernes par jour, et en temps et en heure qui plus est. S'il nous avait donné un peu de temps pour suivre l'augmentation de sa production. Il n'a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'il s'imagine? Qu'on va laisser tomber tous nos autres clients, sacrifier les intérêts nationaux et lui donner tous nos trains? Pas du tout. Il ne s'imagine rien du tout. Il traite avec la Phoenix Durango. Rien de plus. Moi, je dis que c'est un voyou malfaisant et sans scrupules. Que c'est un parvenu, un irresponsable dont on a grandement surestimé les mérites. C'était étonnant d'entendre la voix morne de James Taggart vibrer d'émotion tout à coup. Je ne suis pas si sûr que son exploitation soit une telle réussite. À mes yeux, il a désorganisé l'économie de toute une région.
Personne ne s'attendait à ce que le Colorado devienne un État industriel. Comment peut-on s'assurer un minimum de sécurité et organiser l'avenir si tout change en permanence? Bon Dieu, Jim, il est... Oui, je sais. Il gagne de l'argent. Mais ce n'est pas à cela, me semble-t-il, qu'on juge de la valeur d'un homme et de sa contribution à la société. Quant à son pétrole, il se traînerait à nos pieds, il serait bien obligé d'attendre son tour avec nos autres clients et ne pourrait pas exiger plus de capacité que la part qui lui revient, s'il n'y avait pas la Phoenix Durango. Est-ce notre faute si la concurrence est aussi sauvage? Personne ne peut nous le reprocher. Eddie Wheelers essayait de se maîtriser. La poitrine lui faisait mal, les tempes lui battaient. Il était venu bien décidé à clarifier cette question pour une fois, et les choses étaient si claires qu'il était sûr que Taggart comprendrait, à moins que lui-même n'arrive pas à les lui exposer convenablement. Or, il avait fait de son mieux, mais sans réussir, comme d'ailleurs lors de toutes leurs discussions. Quel que soit le sujet abordé, il semblait ne pas parler la même langue. « Qu'est-ce que tu racontes, Jim? Les reproches, on s'en fiche quand la ligne est en train de lâcher. » James Taggart eut un drôle de petit sourire, narquois, glacial. « Vraiment touchant, Eddie. Ton attachement à Taggart Transcontinental. Attention, tu vas finir par en devenir totalement esclave, si tu n'y prends pas garde. » « Je le suis déjà, Jim. Mais dis-moi, c'est vraiment ton boulot de venir discuter de ces questions avec moi? » « Non, ce n'est pas mon boulot. Tu ne sais donc pas qu'il y a des gens chargés de ça? Pourquoi ne t'adresses-tu pas à eux? Et pourquoi ne vas-tu pas pleurer dans le giron de ma chère sœur? Écoute, Jim, c'est vrai que ce n'est pas mon rôle, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas ce que tes conseillers te disent, ni pourquoi ils n'arrivent pas à te faire passer le message. Alors, je me suis dit que je devais venir en personne, t'expliquer la situation. Eddie, je n'ai rien oublié de notre amitié d'enfance. Mais crois-tu vraiment que ça te donne le droit de t'introduire ici, à tout bout de champ, sans même te faire annoncer? Cela te ferait-il oublier que je suis le président de Taggart Transcontinental? Peine perdue. Eddie Wheelers le regarda, comme d'habitude, nullement vexé, l'air perplexe, et demanda « Si je comprends bien, tu n'as pas l'intention de faire quoi que ce soit au sujet de la Rio Norte Line. » « J'ai pas dit ça. Pas du tout. » Taggart regardait la carte, le trait rouge au sud d'El Paso. « Dès que les mines de San Sebastian produiront et que notre filiale mexicaine commencera à rapporter. » « Ne parlons pas de ça, Jim. » Taggart tourna la tête, éberlué par le ton d'Eddie, qui exprimait une terrible colère, très inhabituelle chez lui. « Qu'est-ce qu'il y a? »« Tu sais très bien ce qu'il y a. Ta sœur a dit que... »« Au diable, ma sœur !» Eddie Wheelers ne pit pas mot. Il regardait droit devant lui, mais sans voir James Taggart, ni rien de ce qui se trouvait dans le bureau. Au bout d'un moment, il s'inclina et sortit. Dans le secrétariat attenant, les collaborateurs de James Taggart éteignaient les lumières, prêts à partir. Mais Pop Harper, le chef du service, était encore assis à son bureau à redresser les bras d'une machine à écrire à moitié démontée. Tout le monde dans l'entreprise avait le sentiment que Pop Harper était né à son bureau, sans avoir jamais eu l'intention de le quitter. Il dirigeait déjà le service du temps du père de James Taggart. Pop Harper leva les yeux vers Eddie Wheelers quand celui-ci sortit du bureau du président et le regarda longuement d'un air averti, l'air de dire qu'il savait que la visite d'Eddie dans leur département annonçait des ennuis, qu'il n'en était rien sorti et que lui-même ne tenait pas à savoir de quoi il s'agissait. C'était la même indifférence cynique que celle qu'Eddie avait lue dans les yeux du clochard, croisé dans la rue. « En fait, Eddie, tu ne saurais pas où je pourrais trouver des tricots de corps en laine par hasard ?» demanda-t-il. « J'ai fait toute la ville, mais je n'en ai pas déniché un seul. »« Je ne sais pas, » dit Eddie en s'arrêtant. « Pourquoi me demandes-tu ça à moi? »« Je demande à tout le monde, en espérant que quelqu'un le saura. » Mal à l'aise, Eddie regarda le visage émacié, inexpressif, sous les cheveux blancs. « Il fait froid dans cette boîte, » dit Pop Harper, « et ça ne va pas s'arranger cet hiver. »« Qu'est-ce que tu fais » demanda Eddie,
désignant les pièces détachées de la machine à écrire. Cette satanée machine s'est encore coincée. Pas la peine de la faire réparer. La dernière fois, ça leur a pris 6 mois. Alors j'essaye de la rafistoler moi-même. Elle ne fera pas long feu, remarque. Il frappa les touches du poing. « T'es bonne pour la casse, ma vieille. Tes jours sont comptés. » Eddie sursauta. C'était la phrase qu'il avait essayé de se rappeler. « Tes jours sont comptés. » Mais il ne se rappelait pas à quel propos il avait essayé de s'en souvenir. « C'est pas la peine, Eddie, » dit Pop Harper. « Pas la peine de quoi ? » ?»« Rien. Tout. » »« Qu'est-ce qui se passe, Pop ? » ?»« Je ne vais pas faire la demande d'une nouvelle machine à écrire. Les nouvelles, c'est rien que de la tôle. Quand les vieilles seront usées, ce sera la fin des machines à écrire. Il y a eu un accident dans le métro ce matin. Les freins ont lâché. Tu devrais rentrer chez toi, Eddie, allumer la radio et écouter une bonne musique. Oublie ça, Eddie. Ton problème, c'est que t'as jamais eu d'autre passion que ton boulot. Quelqu'un a encore volé les ampoules électriques dans l'escalier de mon immeuble. J'ai une douleur à la poitrine. Pas pu trouver de pastilles pour la toux ce matin. La pharmacie du coin a fait faillite la semaine dernière. Les chemins de fer Texas Western. C'était le mois dernier. Hier, le pont de Queensboro a été fermé temporairement pour réparation, il paraît. Alors, à quoi bon ? Qui est John Galt ? Mais elle était assise dans le train, côté fenêtre. La tête en arrière, une jambe étendue sur le siège d'en face restait vacant. Le train, qui roulait à vive allure, faisait trembler la fenêtre. Dehors, l'obscurité était complète, striée de temps à autre par des rayons lumineux sur la vitre. Dans le galbe de cette jambe moulée par un bas, qui s'étirait droite et longue jusqu'aux pieds, qu'elle avait cambrée et chaussée de hauts talons, il y avait une élégance féminine qui n'était pas tout à fait à sa place dans ce wagon poussiéreux. Quelque chose d'incongru aussi, qui contrastait avec le reste de sa personne. Elle était emmitouflée dans un manteau informe, en poil de chameau usé, qui avait dû coûter une fortune et ne laissait rien deviner de son corps svelte, tendu. Le col de son manteau était relevé jusqu'au bord rabattu de son chapeau. Une mèche de cheveux bruns s'en échappait, frôlant la ligne des épaules. Ses traits anguleux, une bouche bien dessinée, des lèvres sensuelles volontairement serrées, exprimaient une détermination inflexible. Les mains dans les poches de son manteau, elle dégageait une certaine rigidité, comme si l'immobilité lui pesait, bien peu féminine, comme si elle n'avait pas conscience de son propre corps et de ce qu'il fut un corps de femme. Elle écoutait la musique. Un concerto triomphal. Les notes montaient, évocatrices d'une élévation. Elles étaient l'ascension même, l'essence et la matérialisation d'un mouvement ascendant, et semblaient incarner toute action ou pensée humaine ayant pour but de s'élever. C'était une explosion sonore, une libération, un déploiement. Il s'en dégageait un sentiment de liberté et beaucoup de sens. Cette musique balayait tout autour d'elle, ne laissant subsister que la joie qu'apporte l'élan créateur quand rien ne vient l'entraver. De temps à autre seulement, on percevait quelque chose qui disait d'où venaient ces sons, mais avec une sorte d'étonnement amusé, disant leur découverte de ce que la laideur et la souffrance n'existaient pas, que celle-ci n'avait aucune raison d'être. C'était le chant d'une immense délivrance. Elle songea, pour quelques instants seulement, le temps que ça durera, qu'il était bon de s'abandonner complètement, d'oublier tout, de s'autoriser à éprouver cela. Elle songea, lâche prise, laisse-toi aller, là, comme ça. Quelque part à un autre niveau de perception, le bruit des roues du train lui parvenait, mêlé à la musique, en un rythme régulier accentué sur le 4e temps, comme pour souligner une volonté consciente. Elle arrivait à se détendre parce qu'elle entendait les roues. Elle écoutait le concerto, se disant « C'est pour ça qu'il faut que ce train continue de rouler, parce que c'est là qu'il va. » Elle n'avait encore jamais entendu ce morceau, mais elle savait qu'il avait été composé par Richard Halley. Elle en reconnaissait la violence et l'intensité. Elle en reconnaissait le style. Un thème bien à lui, une mélodie limpide et complexe, à une époque où on ne composait plus rien de bon. Elle était là à regarder au plafond, mais ne le voyait pas.
totalement oublieuse de l'endroit où elle se trouvait. Elle ne savait plus si elle entendait toute la formation de l'orchestre ou seulement le thème. Peut-être était-ce dans sa tête qu'elle entendait l'orchestration. Elle songea vaguement qu'il y avait des échos énonciateurs de ce thème dans toute l'œuvre de Richard Halley, tout au long des années où il avait eu tant de mal à la faire accepter, jusqu'au jour où, à l'âge de la maturité, la gloire avait brusquement fondu sur lui, le laissant assommé. Cette musique, se dit-elle en écoutant le concerto, c'était l'aboutissement de son travail. Elle se rappelait des ébauches dans sa musique, des phrases musicales qui l'annonçaient, des bribes, un commencement de mélodie, mais rien qui fût aussi abouti. Quand Richard Halley a composé cela, Elle se redressa sur son siège. Mais quand l'a-t-il composé? Au même instant, elle prit conscience de l'endroit où elle se trouvait et se demanda pour la première fois d'où venait cette musique. À quelques mètres de là, au bout du wagon, un garde-frein réglait le dispositif d'aération. Il était blond et jeune. C'était lui qui sifflait le thème de la symphonie. Elle réalisa qu'il la sifflait depuis un bon moment et que c'était lui qu'elle avait entendu. Elle le regarda incrédule pendant un moment avant de l'interpeller. « Dites-moi, s'il vous plaît, vous pourriez me dire ce que vous êtes en train de siffler, là ?» Le jeune homme se tourna vers elle, lui offrant un regard direct, un sourire ouvert et enjoué, comme s'il s'apprêtait à faire une confidence à un ami. Ce visage lui plut, une énergie, une fermeté dans les traits, rien à voir avec ces visages mous, défaits, qui ont une préférence pour le flou qu'elle côtoyait d'habitude. « C'est le concerto de Halley, » répondit-il en souriant. « Lequel ?»« Le 5e. » Elle attendit un moment, puis insistant bien sur les mots, elle dit « Richard Halley n'a écrit que 4 concertos. » Le sourire du jeune homme s'évanouit. C'était comme s'il revenait à la réalité, comme elle, un instant auparavant. C'était comme si on avait refermé un volet avec violence. Il ne restait plus qu'un visage inexpressif, impassible et vide. « Mais oui, bien sûr, dit-il. Je me trompe. J'ai dit une bêtise. » « Alors, qu'est-ce que c'était ?»« Un truc que j'ai entendu quelque part. »« Quoi ?»« Je ne sais pas. »« Où l'avez-vous entendu ?»« Je ne m'en souviens pas. » Elle demeura un instant silencieuse, ne sachant que dire. Il se détourna, comme si la question avait cessé de l'intéresser. « On croirait un thème de Halley, dit-elle. Mais je connais chaque note qu'il a écrite, et il n'a pas composé ça. » Le jeune homme se retourna, le visage toujours aussi inexpressif, hormis une vague lueur d'intérêt, et il lui demanda « Vous aimez la musique de Richard Halley ?»« Oui, dit-elle. Beaucoup. » Il l'observa un instant, l'air hésitant, puis il se détourna à nouveau. Elle le regarda travailler avec compétence, d'un geste sûr, en silence. Elle n'avait pas dormi depuis 2 nuits, mais elle ne pouvait pas se le permettre. Trop de problèmes lui trottaient dans la tête, et le temps lui manquait. Le train devait arriver tôt le matin à New York. Elle avait besoin de temps, et cependant, elle aurait aimé que le train allât plus vite. Mais c'était la Comet Taggart, le train le plus rapide du pays. Elle essaya de penser, mais la musique était toujours là. Elle l'entendait encore, une succession d'accords sonores comme la marche inexorable de quelque chose qu'on ne peut arrêter. Elle secoua la tête, agacée, enleva son chapeau et alluma une cigarette. Non, elle ne dormirait pas, décida-t-elle. Elle pourrait tenir jusqu'au lendemain soir. Les roues du train cliquetaient à un rythme soutenu. Elle y était tellement habituée qu'elle l'entendait sans l'entendre. Une sensation de paix intérieure l'envahit. À peine eut-elle éteint sa cigarette qu'elle sut qu'elle avait envie d'en allumer une autre, mais elle décida d'attendre 1 minute, ou quelques minutes, avant de le faire. Elle s'était endormie et se réveilla en sursaut, sentant que quelque chose n'allait pas. Les roues s'étaient tues. Le wagon, immobilisé dans le silence, baignait dans la lumière bleuâtre des veilleuses. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Cet arrêt n'avait aucune raison d'être. Elle regarda dehors par la vitre. Le train était arrêté en rase campagne.
Elle entendit quelqu'un bouger sur son siège de l'autre côté du couloir et demanda « Depuis combien de temps sommes-nous arrêtés ?» Une voix masculine répondit avec indifférence « Environ 1 heure. » Comme elle bondissait sur ses pieds et se précipitait vers la sortie, l'homme la suivit des yeux, l'air étonné, à moitié endormi. Dehors, un vent frais soufflait sur des champs qui s'étendaient à l'infini sous le ciel vide. Elle entendit un bruissement d'herbe dans l'obscurité. Loin devant, elle vit des silhouettes d'hommes debout près de la locomotive, et au-dessus d'eux, comme suspendus, se détachant sur le ciel, la lumière rouge d'un signal. Elle marcha en direction de ces hommes le long de la file de roues immobilisées. Quand elle arriva près d'eux, personne ne fit attention à elle. Le personnel du train et quelques passagers s'étaient rassemblés là, sous la lumière rouge. Ils avaient cessé de parler et semblaient attendre avec indifférence. « Quel est le problème ?» demanda-t-elle. Le mécanicien se retourna, étonné. La question était celle de quelqu'un habitué à se faire obéir, pas celle d'une passagère venant aux nouvelles. Elle se tenait devant lui, les mains dans les poches, le col du manteau relevé, des mèches de cheveux lui balayant la figure à cause du vent. « Signal rouge, ma petite dame », fit-il, le pouce levé. « Depuis combien de temps ?»« 1 heure. »« Nous sommes sur une dérivation, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Pourquoi ?»« Je ne sais pas. » Le conducteur prit la parole. « Je vois pas pourquoi on nous a envoyés sur une voie de garage avec cet aiguillage qui ne fonctionne pas bien, et ce truc ne marche pas du tout. » De la tête, il désigna le feu rouge. « J'ai pas l'impression que ça va bouger, on dirait qu'il est bloqué. »« Alors, qu'est-ce que vous comptez faire ?»« Attendre qu'il passe au vert. » Voyant sa mine furieuse, le chauffeur rigola. « La semaine dernière, l'express de l'Atlantic Southern est resté 2 heures comme ça, bloqué sur une voie de garage, à cause d'une simple erreur humaine. »« Mais là, c'est la comète Taggart, dit-elle. La comète n'a jamais eu de retard. »« C'est bien le seul dans le pays, soupira le mécanicien. »« Mais il y a un début à tout, fit le chauffeur. »« Vous ne connaissez pas les chemins de fer, ma petite dame, renchérit un passager. Il n'y a pas un seul système de signalisation ou d'aiguillage qui fonctionne correctement. » Au lieu de se tourner vers l'homme, elle l'ignora et s'adressa au mécanicien. « Mettons que le signal soit bloqué. Qu'est-ce que vous comptez faire ?» Elle avait un ton autoritaire qu'il n'aimait pas, et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il semblait si naturel. Elle avait l'air d'une jeune fille. Seule sa bouche et ses yeux trahissaient son âge, une 30aine d'années. Ses yeux d'un gris sombre lui lançaient un regard direct, dérangeant, perçant, allant à l'essentiel. Son visage lui était vaguement familier, mais il n'arrivait pas à se souvenir où il l'avait vu. « Ma petite dame, j'ai pas l'intention de me mouiller, dit-il. »« Il veut dire, expliqua le chauffeur, que notre boulot, c'est d'attendre les ordres. »« Votre boulot, c'est de faire marcher ce train. »« Pas quand le signal est au rouge. Si le signal dit stop, nous stoppons. »« Un feu rouge signifie danger, madame, dit le passager. »« Nous ne prendrons aucun risque, dit le mécanicien. Quel que soit le responsable, c'est à nous qu'on s'en prendra si on bouge. Alors, pas question qu'on bouge tant qu'on n'en aura pas reçu l'ordre. »« Et si personne ne vous en donne l'ordre ?»« Quelqu'un finira bien par venir tôt ou tard. »« Et vous avez l'intention de rester combien de temps comme ça ?» Le mécanicien haussa les épaules. « Qui est John Galt ?»« Il veut dire, expliqua le chauffeur, qu'il ne sert à rien de poser des questions auxquelles personne ne peut répondre. » Elle regarda le feu rouge, puis les rails qui se perdaient au loin dans l'obscurité, vers l'infini, puis se décida. « Avancez doucement jusqu'au prochain signal. Si tout va bien, reprenez la voie principale. Et arrêtez-vous à la première gare. »« Ah ouais? Et qui dit ça ? » ?»« Moi. »« Et vous êtes qui, vous ?» Il y eut un bref silence, un moment d'hésitation face à une question à laquelle elle ne s'attendait pas. Mais le mécanicien la regarda avec plus d'attention, et alors qu'elle était sur le point de le dire, il s'exclama « Mon Dieu !» Elle répondit sans être désagréable, juste comme quelqu'un à qui on ne pose pas souvent la question. « Dagny Taggart. »« Ça alors, si je m'étais... » bafouilla le chauffeur, et tous demeurèrent silencieux. Elle poursuivit avec la même autorité naturelle. « Continuez jusqu'à la voie principale, et retenez le train pour moi à la première gare. »« Bien, Miss Taggart. »
Il va falloir rattraper le temps perdu. Vous avez toute la nuit. Arrangez-vous pour que la comète arrive à l'heure. » « Bien, Miss Taggart. » Elle s'apprêtait à tourner les talons quand le mécanicien demanda « S'il y a un problème, vous en prenez la responsabilité, Miss Taggart ?»« Absolument. » Le chauffeur la suivit alors qu'elle regagnait son wagon. « Mais, dit-il stupéfait, vous n'avez qu'une place assise, Miss Taggart ? Comment se fait-il ? Pourquoi ne pas nous avoir avertis ?» Elle sourit sans façon. « Je n'avais pas le temps pour la procédure habituelle. Mon wagon personnel était attaché au train 22 au départ de Chicago. Mais je suis descendu à Cleveland et le 22 avait du retard, alors je l'ai laissé partir. La comète est arrivée peu après, je l'ai prise. Mais il n'y avait plus de place en wagon-lit. » Le chauffeur hocha la tête. « Votre frère, il n'aurait pas pris une place ordinaire, lui. » Elle rit. « Non, en effet. » Les hommes près de la locomotive la regardèrent s'éloigner. Le jeune garde-frein était parmi eux. « C'est qui, ça ?» demanda-t-il, la désignant du doigt. « Ça, c'est celle qui dirige Taggart Transcontinental, » dit le mécanicien. Le respect dans sa voix était sincère. « La vice-présidente en charge de l'exploitation. » Sur un coup de sifflet qui s'en alla mourir dans les champs, le train redémarra. Assise près de la fenêtre, la jeune femme alluma une nouvelle cigarette. « Tout se déglingue dans le pays, » se dit-elle. « Ça peut se produire n'importe où et à tout moment. » Mais elle n'éprouvait ni colère, ni inquiétude. Elle n'avait pas le temps de s'en émouvoir. Ce ne serait qu'un problème de plus à résoudre. Elle savait que le directeur régional de l'Ohio était un incapable et que c'était un ami de James Taggart. Si elle avait depuis longtemps renoncé à exiger son renvoi, c'était uniquement parce qu'elle n'avait personne pour le remplacer. Bizarrement, les hommes capables étaient très difficiles à trouver. Mais il allait falloir qu'elle s'en débarrasse, se dit-elle, et elle donnerait son poste à Owen Kellogg, le jeune ingénieur qui faisait du bon travail comme adjoint au chef de gare de la tête de ligne de New York. C'était Owen Kellogg qui dirigeait le terminal. Elle suivait son travail depuis quelque temps, toujours attentive qu'elle était aux signes de compétence, comme un prospecteur de diamants sur un terrain a priori peu prometteur. Kellogg était encore trop jeune pour être directeur régional. Elle aurait voulu lui donner encore 1 an, mais le temps manquait. Elle lui en toucherait 2 mots dès son retour. Le ruban de terre, que l'on apercevait vaguement par la fenêtre, se déroulait plus vite à présent, se fondant en un flot grisâtre. Au milieu de toutes ces froides spéculations qui lui occupaient l'esprit, elle remarqua qu'elle avait tout de même le temps de savourer le plaisir intense, grisant de l'action. Quand la comète pénétra dans le tunnel du terminal Taggart, sous la ville de New York, Dagny Taggart se redressa sur son siège. Elle éprouvait toujours la même chose quand le train s'engageait sous terre, un mélange d'enthousiasme, d'espoir et de secrète excitation. C'était comme si la vie courante était le reflet d'images informes aux couleurs mal définies, tandis que là, en quelques coups de crayon, on avait un croquis qui donnait plus de relief aux choses, plus d'importance et une grande valeur. Elle regarda les tunnels défiler. Des murs de béton nu, tout un enchevêtrement de tuyaux et de câbles, un réseau de rails qui se perdait dans des trous noirs pleins de lumière verte et rouge suspendus dans le lointain, semblables à des gouttes de couleur. Rien d'autre, rien qui pût détourner l'attention, si bien qu'on avait tout le loisir d'admirer la volonté et l'ingéniosité qui avaient présidé à leur réalisation. Elle pensa au building Taggart, s'élevant droit dans le ciel, qui se trouvait au-dessus de sa tête à cet instant. Ce sont les racines du bâtiment, se dit-elle, des racines creuses qui zigzaguent sous la terre et nourrissent la ville. Lorsque le train s'arrêta, qu'elle en descendit, et qu'elle entendit le béton du quai résonner sous ses talons, elle se sentit légère, presque portée, prête à passer à l'action. Elle pressa le pas, comme si l'énergie qu'elle y mettait pouvait traduire ce qu'elle ressentait. Mais il lui fallut quelques instants avant de se rendre compte qu'elle sifflotait un air, et que c'était le thème du 5e concerto de Halley. Elle se sentit observée et se retourna. Le jeune garde-frein la regardait, l'air tendu. Elle se tenait assise sur le bras du fauteuil qui faisait face au bureau de James Taggart, le manteau rejeté en arrière, laissant deviner un tailleur de voyage fripé. Assis à l'autre bout de la pièce,
Eddie Willers prenait des notes de temps à autre. Il avait le titre d'adjoint à la vice-présidente chargée de l'exploitation, et l'essentiel de sa mission auprès d'elle consistait à lui éviter de perdre du temps. Elle lui demandait d'assister aux entretiens de ce genre pour ne pas avoir à tout lui expliquer ensuite. James Taggart était assis à son bureau, la tête dans les épaules. « La Rio Norte Line n'est plus qu'un tas de ferraille d'un bout à l'autre, dit-elle. Pire encore que ce que je pensais. Mais nous allons la sauver. » « Bien sûr, » approuva James Taggart. « Quelques tronçons pourront encore servir, pas beaucoup, ni pour longtemps. Nous allons commencer par poser des rails neufs dans les régions montagneuses. Dans le Colorado d'abord. On les aura d'ici à 2 mois. » « Oh, Oren Boyle a-t-il dit que... » « Je les ai commandés à la Reardon Steel. » Eddie Willers laissa échapper un petit cri de joie étouffé. James Taggart ne répondit pas tout de suite. « Dagny, pourquoi est-ce que tu ne t'assieds pas comme tout le monde ?» dit-il enfin, d'une voix irritée. « Personne ne se tient comme ça en réunion. »« Moi si. » Elle attendit. « Tu dis que tu as commandé des rails chez Reardon ?» demanda-t-il, évitant son regard. « Hier soir, oui. Je lui ai téléphoné de Cleveland. » « Mais le conseil d'administration n'a pas donné son accord. »« Je n'ai pas donné mon accord. Tu ne m'as pas consulté. » Elle se pencha en avant, prit le récepteur du téléphone sur le bureau et le lui tendit. « Appelle Reardon et annule la commande » fit-elle. James Taggart se recula dans son fauteuil. « J'ai pas dit ça » tempêta-t-il. « Je n'ai rien dit de tel. »« Alors, ça tient toujours ?»« Je n'ai pas dit ça non plus. » Elle se retourna et dit « Fais établir le contrat avec la Reardon Steel. Jim le signera. » Elle prit un bout de papier dans sa poche qu'elle lança à Eddie. « Voilà les chiffres et les conditions. » Taggart objecta. « Mais le conseil d'administration n'a pas... » « Le conseil d'administration n'a rien à voir avec ça. Ça fait 13 mois qu'il t'a donné le feu vert pour acheter ces rails. Tu les achètes à qui tu veux. J'estime qu'il n'est pas convenable de prendre une telle décision sans que le conseil d'administration puisse donner son avis. Et je ne vois pas pourquoi je devrais en prendre la responsabilité. Moi, je la prends. Mais le tarif de... Reardon est moins cher que la société de steel d'Oren Boyle. Mais Oren Boyle dans tout ça. J'ai fait annuler le contrat. Cela fait 6 mois qu'on était en droit de l'annuler. Quand l'as-tu fait? Hier. Mais il ne m'a pas téléphoné pour confirmation. Il ne le fera pas. Immobile, Taggart gardait les yeux fixés sur son bureau. Elle se demanda pourquoi il répugnait tant à traiter avec Reardon et pourquoi il n'arrivait pas à le dire franchement. 10 ans que la Reardon Steel était le principal fournisseur de Taggart Transcontinental, depuis le jour où le premier four était entré en activité, du temps où leur père était président de la compagnie. Depuis 10 ans, une grande partie de leurs rails provenait de la Reardon Steel. Il n'y avait pas beaucoup d'entreprises dans le pays qui livraient en temps et en heure. La Reardon Steel était l'une d'elles. Dagny en conclut que son frère détestait travailler avec Reardon, en raison même de son exceptionnelle compétence. Mais c'était folie que de penser cela, et elle s'y refusa. Ce n'était pas humainement possible. « Ce n'est pas correct », dit James Taggart. « Quoi ? De ne faire travailler que Reardon. Je trouve qu'on devrait donner sa chance à un autre fournisseur. Reardon n'a aucun besoin de nous. Ses affaires marchent du feu de Dieu. On devrait aider les plus petites entreprises à se développer. Sinon, on favorise les monopoles. » Ne dis pas n'importe quoi, Jim. Pourquoi faut-il qu'on passe toujours par Reardon? Parce qu'on est toujours livré? Je n'aime pas Henry Reardon. Moi si. Mais là n'est pas la question. On a besoin de rails, et il est le seul à pouvoir nous en fournir. L'aspect humain est très important, mais toi, tu n'as aucune notion de ces choses-là. Nous sommes en train de parler du sauvetage d'une ligne de chemin de fer, Jim. Oui, bien sûr, bien sûr. N'empêche que tu te fiches de l'aspect humain. C'est exact. Si nous passons d'aussi grosses commandes de rails en acier à Reardon, ils ne seront pas en acier. Ils seront en Reardon métal. Elle s'était toujours fait un devoir d'éviter de montrer ses sentiments. Mais devant l'expression qui se peignit sur le visage de Jim, elle partit d'un grand éclat de rire. Le Reardon métal était un nouvel alliage, produit par Reardon après 10 ans d'essai. Il venait de le lancer sur le marché, et n'avait pas encore reçu de commande, ni pu trouver de débouché. Dagny passa brutalement du rire à un ton froid et dur, une transition qui décontenança totalement Taggart. « Laisse tomber, Jim.
Je sais exactement ce que tu vas me dire. Personne ne l'a encore utilisé. Personne ne l'a homologué. Personne ne s'y intéresse. Personne n'en veut. Et pourtant, nous allons avoir des rails en Reardon Metal. Mais, dit Taggart, mais personne ne l'a encore utilisé. Il nota avec satisfaction que la colère la rendait muette. Il aimait observer les réactions des gens comme des lanternes rouges jalonnant les tréfonds de la personnalité d'un être, attirant l'attention sur ses points faibles. Mais il ne comprenait pas comment on pouvait s'émouvoir au sujet d'un alliage, ni ce que cela pouvait signifier, si bien que sa découverte ne lui était d'aucune utilité. Tous les spécialistes faisant autorité en matière de métallurgie, dit-il, semblent manifester le plus grand scepticisme à propos du Reardon Metal. Ils affirment que « Laisse tomber, Jim. Mais quels avis as-tu sollicité ? Je n'ai pas besoin d'avis. Alors, sur quoi te bases-tu ? Le jugement. Eh bien alors, sur quel jugement te bases-tu ? Le mien. Mais qui as-tu consulté à ce sujet ? Personne. Mais alors, comment tu peux savoir ? Ce métal est le truc le plus génial qu'on ait jamais mis sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'il est plus résistant que l'acier, meilleur marché que l'acier, et qu'il survivra à tous les métaux existants. Bah oui, et qui dit ça ? Jim, j'ai fait des études d'ingénieur, et quand je vois les choses, je les vois. Mais tu as vu quoi ? La formule de Reardon, et le compte-rendu des premiers essais. Bon, mais si ce métal avait un quelconque intérêt, quelqu'un l'aurait déjà utilisé, et ce n'est pas le cas que je sache. Malgré la colère qui brillait dans les yeux de Dagny, il poursuivit avec nervosité. Comment peux-tu savoir qu'il est bon ? Comment peux-tu en être sûr et décider comme ça ? Il faut bien que quelqu'un décide, Jim. Qui, à ton avis ? Eh bien, je ne vois pas pourquoi nous serions les premiers. Franchement, je ne vois pas. Tu veux sauver la Rio Norte Line, oui ou non ? Il ne répondit pas. Si la compagnie pouvait se le permettre, je mettrais tous les rails du réseau à la ferraille et je les remplacerais par du Reardon Metal. D'ailleurs, il faudrait tous les remplacer. Ils ne vont pas faire long feu, mais nous n'en avons pas les moyens. Il faut d'abord sortir de ce pétrin. Tu veux qu'on en sorte, oui ou non ? Nous avons toujours le meilleur réseau du pays. Les autres sont encore plus mal lotis. Tu veux qu'on reste dans le pétrin ? J'ai pas dit ça. Pourquoi faut-il toujours que tu présentes tout de façon aussi simplificatrice ? Et, puisque tu te préoccupes tant de notre situation financière, je ne vois pas pourquoi tu vas gaspiller de l'argent pour la Rio Norte Line, alors que la Phoenix Durango nous a piqué tous nos clients dans le secteur. Pourquoi dépenser autant quand on n'a aucune garantie face à un concurrent qui risque de réduire tous nos investissements à zéro ? Parce que la Phoenix Durango est sans aucun doute une excellente ligne de chemin de fer, mais que j'ai l'intention de faire de la Rio Norte Line une ligne meilleure encore. Je battrai la Phoenix Durango s'il le faut, mais ce ne sera pas nécessaire, parce qu'il y aura place pour 2 ou 3 compagnies rentables dans le Colorado. Parce que j'irai jusqu'à hypothéquer le réseau pour construire un embranchement qui desservira tout le district d'Ellis Wyatt. Cet Ellis Wyatt commence à me sortir par les oreilles. Mais il n'aima guère la façon dont sa sœur le scruta, longuement. « Je ne vois pas la nécessité d'une action immédiate, » dit-il. Il avait l'air vexé. « Dis-moi ce qu'il y a de si inquiétant dans la situation présente de Taggart Transcontinental. Les conséquences de tes décisions, Jim. » « Quelle décision ? » Ta petite affaire avec la société de style, déjà ces 13 derniers mois, sans compter ta catastrophe mexicaine. Le conseil d'administration a entériné le contrat avec la société de style, répliqua-t-il un peu vivement. Le conseil d'administration a voté la construction de la ligne de San Sebastian. D'ailleurs, je ne vois pas en quoi c'est une catastrophe. Parce que ta ligne va être nationalisée d'un jour à l'autre par le gouvernement mexicain. C'est faux. C'était presque un cri. Ce ne sont rien que de sales rumeurs. Je sais de sources sûres que... Tu ne devrais pas montrer que tu as la trouille, Jim, le coupa-t-elle méprisante. Il ne répondit rien. Ça ne sert plus à rien de paniquer, dit-elle. Il faut amortir le coup, c'est tout ce qu'on peut faire. Le coup va être dur. 40 millions de dollars de pertes. On ne s'en remet pas facilement. Mais des coups durs, Taggart Transcontinental en a déjà surmonté pas mal. Je ferai ce qu'il faudra pour qu'elle surmonte celle-ci. Je refuse de l'envisager. Je refuse catégoriquement d'envisager la possibilité que la ligne San Sebastian puisse être nationalisée. Très bien.
Libre à toi. » Elle resta silencieuse. Il ajouta sur la défensive. « Je ne vois pas pourquoi tu tiens tant à aider Ellis Wyatt, alors que tu trouves qu'il ne faut pas participer à l'expansion d'un pays sous-développé qui n'a jamais eu d'avenir. » Ellis Wyatt ne demande rien à personne. Et je dirige un réseau de chemin de fer, pas une société philanthropique. Tu ne vois guère plus loin que le bout de ton nez, si tu veux mon avis. Pourquoi aiderait-on un homme et pas un pays tout entier ? Je ne cherche pas à aider qui que ce soit. Mon but est de gagner de l'argent. Ton attitude n'est pas du tout pragmatique. La recherche égoïste du profit, c'est fini, dépassé. Tout le monde s'accorde à dire que l'intérêt de la société doit toujours primer dans toute entreprise commerciale qui... Combien de temps comptes-tu éluder la question, Jim ? Quelle question ? Celle de la commande de Reardon Metal. Il ne répondit pas. Il observait sa sœur en silence, son corps svelte sur le point de s'écrouler de fatigue, qu'elle s'efforçait de tenir droit, les épaules en arrière. Rares étaient ceux qui aimaient son visage. Quelque chose de froid dans les traits, de trop intense dans le regard. Rien à voir avec le charme que confère le flou artistique. Comme elle était toujours assise sur le bras du fauteuil, ses belles jambes, en plein dans le champ de vision de Taggart, le gênaient. Elle n'allait pas avec ce qu'il pensait d'elle. Par son silence, elle l'obligea à parler. « Alors, tu as décidé de passer cette commande comme ça, dit-il, sur un coup de tête, par téléphone. J'ai décidé ça il y a 6 mois. J'attendais que Hank Reardon soit prêt à se lancer dans la production. Ne l'appelle pas Hank Reardon, c'est vulgaire. C'est comme ça que tout le monde l'appelle. Ne change pas de sujet. Pourquoi lui as-tu téléphoné la nuit dernière ? Je ne pouvais pas le joindre avant. Pourquoi est-ce que tu n'as pas attendu d'être rentré à New York et... Parce que j'avais vu la Rio Norte Line. Bon, laisse-moi le temps de réfléchir et soumettre la question au conseil d'administration, de consulter le meilleur. Pas le temps. Tu ne m'as même pas laissé le temps de me faire une opinion. Ton opinion, je m'en contrefiche. Je n'ai l'intention de discuter ni avec toi, ni avec ton conseil d'administration, ni avec tes mandarins de l'université. Il va falloir que tu choisisses, et tout de suite. C'est oui ou c'est non. C'est une manière absurde, tyrannique et arbitraire de oui ou non. C'est ça le problème avec toi. C'est toujours oui ou non. Rien n'est jamais aussi tranché. Rien n'est tranché. Les rails, si. Qu'on les commande ou pas aussi. Elle attendit. Il ne répondit pas. Alors ? Tu en prends toute la responsabilité ? Oui. Eh bien, vas-y, dit-il, mais à tes risques et périls. Je n'annulerai pas la commande, mais je ne m'engagerai pas à te défendre auprès du conseil d'administration. Tu leur diras tout ce que tu voudras. Elle se leva pour partir. Il se pencha en avant par-dessus son bureau, frustré à l'idée d'en rester là, surtout sur une décision aussi catégorique. Tu te rends compte, évidemment, du temps qu'il faudra pour aboutir sur ce dossier, dit-il, laissant percer une petite note d'espoir. Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Oh, je sais, dit-elle. Je t'enverrai un rapport détaillé qu'Eddie préparera et que, bien entendu, tu ne liras pas. Eddie t'aidera à mettre tout ça en chantier. Ce soir, je pars pour Philadelphie rencontrer Reardon. Nous avons des tas de choses à voir ensemble. Et elle ajouta, « C'est aussi simple que ça, Jim. » Sur le point de partir, elle avait déjà tourné les talons quand il reprit, et ce qu'il dit parut totalement hors de propos. « Pour toi, c'est facile, tu as de la chance. Mais tout le monde ne pourrait pas faire ça. » Faire quoi ? Chez les autres, l'humanité, ça existe. Ils sont sensibles. Ils ne peuvent pas consacrer toute leur vie à du métal, à des machines. Tu as de la chance. Tu n'as jamais fait de sentiments. Les sentiments, tu ne sais pas ce que c'est. Alors qu'elle le regardait, ses yeux gris foncé passèrent lentement de l'étonnement à une certaine fixité, puis à une drôle d'expression, proche d'une grande lassitude. Sauf que cette lassitude semblait s'appliquer à quelque chose de bien plus profond que ce qui venait de se passer. « Tu as raison, Jim, » dit-elle tranquillement. « Les sentiments, je ne sais pas ce que c'est. » Eddie Wheelers la suivit dans son bureau. Chaque fois qu'elle revenait, il avait l'impression que tout devenait clair, simple, facile à vivre. Il en oubliait ses appréhensions.
Il était le seul à trouver naturel qu'une femme comme elle fût le vice-président chargé de l'exploitation d'un grand réseau ferroviaire. Quand elle avait 10 ans, elle lui avait dit qu'elle dirigerait l'entreprise. Il n'en était pas plus étonné maintenant que ce jour-là, dans la clairière. Quand ils pénétrèrent dans son bureau, la voyant s'asseoir et jeter un coup d'œil sur les rapports qu'il avait mis là à son intention, il éprouva la même sensation que celle qu'il avait dans sa voiture, quand il mettait son moteur en route. Il était sur le point de quitter le bureau quand une question lui revint à l'esprit dont il avait oublié de lui parler. « Owen Kellogg, du terminal, m'a demandé un rendez-vous avec toi, dit-il. Elle leva les yeux, étonnée. « C'est drôle. J'allais justement lui demander de monter. Dis-lui de venir. Je veux le voir. » Puis elle ajouta soudain et dit « Avant ça, demande qu'on appelle Ayers des éditions musicales Ayers. » « Les éditions musicales ?» répéta-t-il, l'air surpris. « Oui, il y a un truc que je voudrais leur demander. » Au téléphone, Mr. Ayers se montra courtois et empressé. Elle l'interrogea. « Pourriez-vous me dire si Richard Halley a composé un nouveau concerto pour piano, le 5e? »« Ah, mais non, Miss Taggart. »« Vous en êtes sûr? »« Absolument, Miss Taggart. Il n'a rien composé depuis 8 ans. »« Est-il toujours vivant? »« Mais oui. Enfin, je crois. Il a totalement disparu. Mais je suis sûr que s'il était mort, nous l'aurions su. S'il avait composé quelque chose de nouveau, en auriez-vous été averti? Bien sûr, nous serons les premiers à le savoir. Nous avons publié toutes ses œuvres, mais il a cessé de composer. Bon, je vous remercie. » Quand Owen Kellogg entra dans son bureau, elle le regarda avec satisfaction. Elle était heureuse de constater que le souvenir qu'elle avait de lui ne l'avait pas trompée, qu'il avait la même expression que celle du jeune garde-frein du train, le visage d'un homme avec qui elle pouvait traiter. « Asseyez-vous, monsieur Kellogg, dit-elle. Mais il resta debout devant son bureau. « Vous m'avez demandé une fois de vous prévenir si jamais j'avais envie de changer de travail, Miss Taggart. Eh bien, je suis venu vous dire que je m'en vais. » Elle s'était attendue à tout sauf à cela. Il lui fallut un certain temps pour demander calmement « Pourquoi ?»« Pour raisons personnelles. »« Vous n'êtes pas bien ici ?»« Si. »« Vous a-t-on proposé une meilleure situation ?»« Non. »« Dans quelle compagnie de chemin de fer allez-vous travailler ?»« Je ne vais pas travailler dans une compagnie de chemin de fer, Miss Taggart. »« Alors, dans quelle branche allez-vous travailler ?»« Je n'ai encore rien décidé. » Elle l'observa, envahie par un vague sentiment de malaise. Elle ne décelait aucune hostilité dans son attitude. Il la regardait bien en face, répondait simplement, sans détour. Il parlait comme quelqu'un n'ayant rien à cacher ou à prouver. Le visage était poli, mais hermétique. « Mais alors, pourquoi voulez-vous nous quitter ?»« Pour raisons personnelles. »« Vous êtes malade? C'est une question de santé ?»« Non. » « Allez-vous déménager? » ?»« Non. » « Avez-vous fait un héritage qui vous permette de ne plus travailler? » ?»« Non. » « Avez-vous l'intention de continuer de gagner votre vie? » ?»« Oui. » « Mais vous ne voulez plus travailler pour Taggart Transcontinental? » ?»« Non. » « Dans ce cas, il s'est passé quelque chose ici qui vous a conduit à une telle décision. Qu'est-ce que c'est? » ?»« Non, rien, Miss Taggart. »« J'aimerais que vous me le disiez. J'ai mes raisons pour vouloir en être informé. » « Me faites-vous confiance, Miss Taggart? »« Oui. » « Ma décision n'est motivée par aucune personne, aucun problème ni événement lié à mon travail ici. »« Vous n'avez aucun motif particulier de vous plaindre de Taggart Transcontinental? »« Aucun. »« Alors, peut-être changerez-vous d'avis quand vous saurez ce que j'ai à vous proposer? »« Je suis désolé, Miss Taggart, mais c'est impossible. »« Puis-je tout de même vous parler du projet que j'avais en tête? »« Oui, si vous voulez. » « Me croirez-vous si je vous dis que j'avais décidé de vous proposer ce poste avant même que vous ayez demandé à me voir? » Je vous croirai toujours sur parole, Miss Taggart. Il s'agit du poste de directeur de la région de l'Ohio. Si vous le voulez, il est à vous. Il ne laissa rien paraître, comme si ces mots n'avaient pas plus de sens pour lui qu'un train pour un aborigène. « Je n'en veux pas, Miss Taggart, » répondit-il. Au bout d'un moment, d'une voix tendue, elle dit « Votre prix sera le mien, Kellogg. Dites-moi ce que vous voulez. »
Je veux que vous restiez. Je peux vous faire une offre égale à celle de n'importe quelle compagnie de chemin de fer. Je ne vais pas aller travailler pour une autre compagnie de chemin de fer. Je croyais que vous aimiez votre travail. C'est vrai, dit-il bizarrement, avec une tranquille insistance dans la voix et une petite flamme dans le regard qui traduisait pour la première fois une émotion. Alors dites-moi ce qu'il faudrait que je dise pour vous faire rester. C'était dit avec une telle spontanéité et une franchise si évidente qu'il la regarda comme s'il en était touché. Ce n'est peut-être pas bien que je sois venu vous trouver pour vous dire que je partais, Miss Taggart. Je sais que vous m'avez demandé de venir me confier à vous parce que vous vouliez avoir l'occasion de me faire une contre-proposition. Si bien qu'en venant, j'avais l'air d'être ouvert à toute proposition. Mais ce n'est pas le cas. Je ne suis venu que parce que je voulais tenir ma promesse. Ce changement d'intonation fut comme un éclair soudain qui disait à quel point il était sensible à l'intérêt et l'insistance de Dagny, mais aussi combien sa décision lui coûtait. « Kellogg, n'y a-t-il rien que je puisse vous proposer ?» demanda-t-elle. « Rien, Miss Taggart. Rien, vraiment. » Mais il tourna les talons. Elle se sentit impuissante et vaincue pour la première fois de sa vie. « Pourquoi ?» demanda-t-elle sans s'adresser à lui. Il s'arrêta. Il haussa les épaules et sourit. Ses traits s'animèrent l'espace d'un instant. Et ce fut le sourire le plus étrange qu'elle eût jamais vu, qui exprimait à la fois une secrète satisfaction, un accablement et une immense amertume. Il répondit « Qui est John Galt ?» Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.